va inviter maintenant M. Boucher donc, à venir faire sa présentation. Puis je suis certaine qu'il y aura aussi autant de questions et d'intérêts. Donc, le sujet, le territoire comme outil de guérison, c'est déjà juste le titre, c'est invitant. Donc, et puis c'est sûr que là, il est question de la violence familiale parce que on sait que toi, tu es un étudiant en maîtrise en criminologie, donc c'est peut-être cet aspect-là qui t'a amené jusque-là. En tout cas, fait que je te laisse maintenant faire ta présentation, puis j'espère que les questions vont venir au fur et à mesure. On peut interrompre ou poser notre question, s'afficher, ou sinon, on chatte et puis on relève les questions à la fin. Bonne présentation. Merci beaucoup. Donc, merci à Vanessa d'avoir présenté, puis félicitations, c'est super intéressant. Puis c'est la même chose pour moi, là, si vous avez des petites questions, là, le chat est un peu difficile à voir, là, mais j'essaie de prendre une petite pause à chaque diapo si on veut les commenter, puis sinon ce sera à la fin. Donc, je vais commencer. Donc, le territoire comme outil de guérison pour sortir de la violence familiale. Donc, c'est mon titre. Puis moi, mon but aujourd'hui, ça va être de présenter mon sujet de maîtrise. Puis aussi de parler un peu de mon parcours, qu'est-ce qui m'a mené à aller jusqu'à faire une maîtrise en criminologie sur ce sujet-là. Puis aussi comprendre un peu mieux les réalités de la recherche en milieu autochtone, puis le milieu de la recherche en général. Donc, parfait. Donc, commencer ça avec un petit parcours personnel, un portrait rapide des réalités inuites pour avoir une meilleure compréhension du contexte dans lequel ma recherche se fait. Présentation de mon projet, une petite revue de la littérature, donc ce qui s'est déjà écrit sur la sortie de la violence familiale, les objectifs et les retombées de mon projet, puis l'approche collaborative qu'on utilise, et puis finalement la méthodologie qui utilise les savoirs inuits, aussi appelés le Inuit Rauyemaya Turanit. Puis une petite conclusion. Pour donner une petite idée, moi je suis plus au début de mon projet. En fait, je suis en année préparatoire, donc on n'a pas de résultats précis, mais je vais pouvoir quand même vous partager des résultats d'autres études puis des réflexions. Donc, tout d'abord, un petit parcours personnel. Donc, dans les dernières années, j'ai été impliqué avec différentes communautés autochtones, différentes organisations autochtones à Montréal, mais aussi au Nunavik puis au Labrador. Donc, entre autres, quand j'étais au cégep, j'ai collaboré, j'ai coordonné un projet à Kitsakik, une communauté à Anishinaabe, donc avec des étudiants de cégep, puis des membres de Kitsakik. Donc, c'est vraiment un échange culturel. Donc, je m'intéressais beaucoup à justement créer des liens entre autochtones et non autochtones. C'est à la base de mon engagement. Puis, je participais à l'élaboration de semaines autochtones comme First Voices Week à Concordia, donc à l'université à laquelle j'ai étudié pour mon baccalauréat. Donc, c'était une semaine de conférences. Il y avait à peu près une vingtaine de conférences avec plus de 1000 personnes qui ont participé. Tout ça, donc c'est vraiment dans l'idée de partager, célébrer les cultures autochtones, puis encore créer des liens. J'ai aussi travaillé à Puvunutuk et à Makuvik avec Collège Frontière comme animateur de camp de littératie. Donc, c'est pendant l'été avec les jeunes de 5 à 12 ans. Donc, ça a été une super belle expérience. Ça m'a permis de beaucoup aussi apprendre des jeunes, apprendre des gens avec qui je travaillais. Puis, j'ai aussi été impliqué avec Ivertivik, qui est un centre d'employabilité pour les Inuits, donc plus en réintégration socio-professionnelle. Ils sont situés à Verdun, à Montréal. Donc, c'est beaucoup avec des adultes Inuits. Puis, il y a beaucoup de gens, beaucoup de participants qui sont issus du milieu carcéral, donc qui sont en processus de sortie ou qui ont déjà été en institution carcérale. Donc, ça m'a beaucoup interpellé, puis ça m'a permis de mieux comprendre les réalités surtout des Inuits, mais aussi en général les questions autochtones en prison. On sait qu'il y a une surreprésentation des Autochtones en prison. À peu près 30% des détenus au Canada sont autochtones, alors qu'ils représentent environ 5% de la population canadienne. Donc, c'est vraiment cet élément-là qui m'a encouragé à plus aller vers la criminologie, parce que moi, au début, au cégep, j'étais en sciences de la nature, donc plus sciences santé, puis j'ai décidé
de faire mon baccalauréat en études autochtones et en sociologie à Concordia, donc en anglais aussi. Et puis, c'était vraiment un désir d'en apprendre davantage, puis étudier finalement ce qui m'intéressait. Puis à travers mon baccalauréat, comme on mentionnait, j'ai eu la chance d'aller en Finlande pour une session à l'étranger. Donc c'est un échange étudiant, donc d'une session en études arctiques à Rovaniemi, donc qui est vraiment comme la capitale un peu de la recherche en études arctiques qui se fait même à travers le monde, si on veut. Donc, ils ont vraiment un centre de recherche en études arctiques. Et puis, donc, on parlait, oui, des questions des Autochtones, mais aussi des questions plus générales des relations internationales, mais aussi des Autochtones dans d'autres régions, comme le nord de la Finlande, avec les Samis, ou le nord de la Russie. Donc, ça a été une super belle expérience, puis qui m'a justement amené à vouloir continuer plus dans le contexte arctique. Et puis, pour finalement faire ma maîtrise en criminologie. Donc, moi, je m'intéresse, donc, la criminologie, c'est tout ce qui est relié au crime, donc ce qui amène quelqu'un à commettre un crime qui peut être de quelconque nature, comme la violence familiale, la violence, n'importe quelle forme de violence. En fait, la violence physique, c'est un crime. Donc, bref, toutes ces questions-là. Mais moi, ce que je m'intéresse plus, c'est la partie plus réinsertion sociale, mais aussi comment sortir des cycles de la violence. Donc j'ai décidé de faire ma recherche avec Mylène Jacot, qui est ma directrice, et puis qui s'intéresse beaucoup à la relation entre le système de justice puis les Inuits, mais aussi elle travaille avec les Atikamekw, puis encore la justice alternative, une autre manière de faire la justice pour que ce soit plus proche des valeurs autochtones. Donc, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là. Puis, j'ai d'une certaine manière intégré un projet qui existait plus grand. Donc, moi, je m'occupe plus du projet avec les Inuits, mais aussi un volet avec les Inuits, avec les Cris, et puis avec les Atikamekw. Donc, juste en commençant, j'aimerais ça poser la question un peu générale, mais parler des réalités inuites au sens large pour un peu mettre en contexte ma recherche, mais ça peut être dans le chat ou si vous voulez ouvrir votre micro. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est s'il y a des différences entre les Premières Nations, donc tout ce qui est plus un peu au sud, là, et puis les Inuits. Parce que quand on dit autochtone, ça inclut Premières Nations, Inuits, Métis. Donc, par exemple, au Québec, ce serait quoi la différence entre une nation autochtone et la nation des Inuits? Donc, une question, ça peut être comme vous voulez. Ça peut être, on sait qu'il y a beaucoup de similarités, mais qu'est-ce qui pourrait être un peu différent? Ça peut être par rapport à la géographie, la politique, la culture. Donc, je laisse quelques secondes de silence. Et puis, sinon, je vais enchaîner, mais n'importe quoi qui vous vient en tête. Je crois y entendre aussi les petites mains qu'on peut faire avec dans la chaîne. Participant, je vous écoute. Je ne sais pas si quelqu'un voulait y aller avant ou quelqu'un avait levé la main. Mais moi, je pense que ça serait vraiment plus au niveau de l'environnement parce que après ça, tout suit dans la politique, l'économie, tout va changer tout dépendamment des ressources qu'on a. Puis la culture aussi va savoir développer tout dépendamment de l'environnement qu'on a. Mais ça va avoir des similitudes beaucoup parce qu'on va se côtoyer beaucoup aussi. Mais c'est sûr qu'au fil des années, ça s'en va de moins en moins. Mais dans les débuts, les alliances étaient vraiment fortes entre les nations qui étaient aux alentours. Mais je pense que c'est vraiment l'environnement qui va tout suivre le reste après. Tout à fait. Puis je pourrais renchérir sur ce que tu dis, mais pour l'instant, je veux dire qu'effectivement, l'environnement, le territoire, la géographie a un gros impact sur la vie finalement dans les territoires inuits. C'est sûr que moi, je me concentre plus au Nunavik, mais même au Nunavik, il y a des relations avec les Cris, effectivement. Même par exemple, la communauté de Wakmagusu, qui est une communauté, Wakmagusu Kujarate, qui est une communauté mixte Cri-Inuit. Donc, on voit très bien cette relation-là. Puis même les Naskapi ont eu des relations plus dans le coin de Kuujjuaq et ces relations-là ont existé, effectivement. C'est super intéressant.
je laisse s'il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller, puis après ça, je vais pouvoir continuer avec ce que j'avais préparé. Mais je laisse quand même quelques secondes. Ah, j'ai un chat. Donc, on parle dans le chat, on mentionne effectivement la différence plus au niveau légal. Donc, effectivement, les Inuits ne font pas partie de la loi sur les Indiens. Donc, ils sont donc conventionnés avec la Convention de la baie James dont on parlait plus tôt, qui a été aussi signée par les Inuits. Mais donc, officiellement, les Inuits seraient quand même des juridictions fédérales. Mais donc, c'est le gouvernement du Canada qui serait en responsable des Inuits, même si avec l'accord de la Convention de la baie James, c'est une juridiction qui est partagée. Mais effectivement, on peut partir de la loi sur les Indiens, donc toutes les questions spécifiques un peu de taxes ou d'accès à la propriété, tout ça, c'est pas c'est comme n'importe quel autre Canadien, citoyen canadien. Donc, effectivement. Puis, je peux enchaîner avec la prochaine diapo. Puis, j'ai trouvé un petit accès au chat. Là, donc, s'il y en a qui veulent continuer à commenter, n'hésitez pas. Donc, on a parlé du contexte plus géographie, de l'environnement. Puis, je rajouterais en disant l'environnement, effectivement, c'est très, très vaste, mais ça inclut la flore, la faune. Donc, on parlait un peu là, du côté aussi économique. Donc, effectivement, il y a un petit peu d'arbres au Nunavik, plus autour de Kuujjuaq, Kangerlussuaq. Et puis, en fait, je saute, mais la première coopérative qui a eu lieu, qui a été créée au Nunavik, ça a été pour amener du bois, justement, de Kangerlussuaq à d'autres communautés. Donc, le rôle le fait qu'il y avait accès au bois, donc, a eu un impact dans l'économie dans ces années-là. Puis aussi, on parle de ressources naturelles, donc il y a la mine de Ringlin qui existe au Nunavik. Bon, il y a d'autres mines sur d'autres territoires autochtones aussi, mais ça va effectivement influencer les relations, puis les animaux même qui sont un peu différents quand même. Il y a des caribous, mais on parlait des ours polaires, où il va y avoir aussi des renards arctiques. Donc, il y a aussi eu les bœufs musqués, muskox en anglais, qui ont été introduits. Donc, bref, ça crée un contexte qui est un petit peu différent. Au niveau de la culture, bien évidemment, l'Inuktitut, c'est la langue des Inuits, qui a différents dialectes selon les régions. Mais la langue va influencer notre manière qu'on va être en lien avec l'environnement, ce qui est aussi commun avec les autres Premières Nations, mais la langue est très différente quand même au niveau plus grammatical des autres langues autochtones. Au niveau des traditions, par exemple les chants de gorge ou la relation qu'il y avait avec les chiens de traîneau aussi peut être quand même différente. Si on réfléchit un peu au niveau traditionnel, avec la société nomade inuit, ben l'hiver c'était plus avec les igloos, puis l'été c'était plus avec les tentes parce que la neige fond aussi l'été au Nunavik puis dans le territoire inuit. Donc s'il y a moins d'arbres, donc on va plus utiliser le roulik qui est avec la graisse de phoque pour faire la chaleur. Donc on brûle la graisse de phoque, on va avoir une image plus tard pour se réchauffer dans l'igloo, dans la tente. Bref, c'est d'autres manières d'interagir avec son environnement. Au niveau légal, on en a parlé, puis au niveau politique aussi, je rajouterais que la Convention de la baie James qui a été évoquée par Vanessa plus tôt, donc a été signée par les Cris et les Inuits, dans le contexte des barrages hydroélectriques dans la baie James c'est ça. Donc, ça fait en sorte que ça crée on parlait de gouvernance, des gouvernements, ça crée un cadre juridique comme Makivik. Makivik qui est l'Association des Inuits du Québec, en fait du Nouveau-Québec, c'était l'ancien nom. Maintenant, Makivik représente les Inuits du Nunavik. Donc, au niveau politique, c'est vraiment c'est un peu leur gouvernement inuit. Puis au Nunavik, on fonctionne beaucoup avec les municipalités. Donc, on va dire, par exemple, que dans chaque communauté, il y a un Northern Village, NV, donc qui serait le village nordique. Donc, il y a une mairesse ou un maire dans chaque village, puis qui sont élus avec un processus. Bref, c'est la Convention de la baie James qui élabore ça. Donc, ce contexte-là, Inuit, est important à comprendre pour finalement se rendre compte de c'est quoi les réalités. Donc, une petite carte ici, donc je parlais de Nunavik qui est vraiment dans le nord du Québec, avec 14 communautés, environ 11 000 habitants.
On a qui a signé son traité en 1975, qui est le premier traité moderne signé entre les Autochtones et le gouvernement. Donc, si on exclut les traités plus anciens, si on veut, qui ont eu lieu dans le reste du Canada. Pas partout, mais bref. Premier traité moderne. Après ça, on a eu dans la région Inuvialuit, donc plus dans l'ouest, en nord-ouest du Canada, en 1984. Ensuite, le Nunavut, qui a été signé en 93. Puis le Nunavut est devenu un territoire officiellement en 99. Puis le Nunatiavut au Labrador. Donc, moi, je disais que j'allais travailler à Makobek ici, donc une petite communauté de 300 personnes. Puis à Puvuntuk, une communauté un peu plus grosse, 1500 personnes. Donc, un peu un petit portrait. Puis une autre petite carte. Donc, on voit ici les liens par avion. Donc, les liens aériens entre les communautés. Puis, ce qu'on voit finalement, c'est que, évidemment, les communautés entre elles sont assez connectées par voie aérienne parce que les routes, il n'existe presque pas, là, surtout au Nunavut et au Nunavik. Les routes entre les communautés, il n'y en a pas. Là. C'est des routes plus en motoneige, si on veut, l'hiver, mais c'est pas des routes qu'on peut, mettons, de Montréal, on ne peut pas se rendre. La route, elle arrête à Chassibi-la-Grande, donc une communauté Cri. Ce que ça implique, ça, c'est que quand on veut avoir des services de santé, on va souvent soit aller à Coudjouac ou aller à Montréal pour ce qui est du Nunavik. Donc, on va avoir une grande communauté inuit à Montréal quand même, aussi à Ottawa, puis Winnipeg, Edmonton, c'est comme le 5e territoire inuit qu'on dit dans le sud. Donc, tout ça pour dire que à Montréal, donc on va voir par exemple des enjeux d'itinérance, puis qui vont être liés à un manque de logement, un manque de services au Nunavik. Et puis, si on remonte un peu dans les causes de ça, ça va être aussi relié à la violence qui est vécue dans les communautés. Donc, s'il y a un manque de logement, mais c'est plus difficile des fois d'être, si on veut, protégé en habitant, en déménageant dans une autre maison, dans une autre communauté. L'accès au logement, il y a une pénurie de logements. Donc, on parle beaucoup, puis ça a plusieurs enjeux, dont augmenter, c'est plus propice à la violence quand on est dans un milieu plus restreint. Donc, moi, je voulais, en comprenant ce contexte-là, moi, je voulais voir justement, quand on parle de violence familiale, comment on peut donc mettre un frein à ça, comment les gens réussissent à mettre un frein, considérant que selon certaines recherches qui a été menée, la première ici avec la Neuville, qui a été menée avec une centaine de femmes inuites, donc 40% des répondantes disaient avoir été victimes de violences familiales. Puis une autre recherche qui disait que les Inuits avaient 6 à 10 fois plus de chances d'être victimes de violences familiales. Donc, dans ce contexte-là, il y a une association des femmes inuites qui s'appelle Saturvut, qui, pour eux, c'est un enjeu qui est très, très important. Puis eux, en fait, elles ont mené différentes études puis différentes actions pour justement documenter ces situations-là. Puis la plupart des études ont été en lien avec les expériences puis les causes de la violence. Donc, pourquoi il y a un taux plus élevé de violence, de où ça vient. Donc, on parle plus de l'aspect historique lié au colonialisme, puis une forme de colonialisme contemporain. Puis là, je viens de voir dans le chat, That's my hometown. Donc, on a même une photo de Puvuntuk dans le background. Donc, ça, c'est où est-ce que j'ai travaillé, c'est passé. Mais donc, mon objectif, c'est d'aller du côté plus, si on veut, positif. Donc, aller prendre les recherches qui ont été faites, puis s'interroger pourquoi il y a certaines personnes qui réussissent à rompre avec le cycle de la violence. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là réussissent? C'est quoi les éléments déclencheurs? C'est quoi les stratégies qu'elles vont utiliser, les actions, les ressources qui existent? Donc, autant quand on parle de sortie ou d'arrêt de la violence, c'est autant pour les victimes que pour les agresseurs. Ce qu'on se rend compte finalement, c'est que c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas juste la femme est toujours victime, là, mais toujours agresseur. C'est plus complexe. Et puis, la recherche à travers les entrevues, donc l'objectif, c'est de mener une dizaine d'entrevues, donc avec environ 5 hommes, 5 femmes, donc qui ont vécu de la violence, que ce soit comme victime, comme agresseur, donc, ou les deux. Donc, certaines personnes vont subir et puis vont commettre de la violence. Puis pour pouvoir faire cette entrevue, on passe par un processus
avec les comités d'éthique, comme on mentionnait avec Vanessa. Puis l'objectif final du projet, c'est la rédaction d'un mémoire de maîtrise qui est environ une centaine de pages, si on veut, là, un document de recherche. Donc, avant de plonger directement dans le projet, je parle un peu de ce qui s'est déjà fait. Donc, à travers une revue de la littérature, j'ai fouillé sur la recherche ce qui s'est déjà fait sur les parcours de sortie de la violence, que ce soit en contexte autochtone ou en contexte non autochtone. Donc, par exemple, ici, dans une recherche faite avec Mme Brassard et ses collègues en 2017, elles ont interviewé des hommes autochtones qui ont vécu de la violence, soit comme victime, agresseur ou les deux. Puis il y a 5 parcours que je vais aller rapidement, mais chaque parcours a ses particularités. Donc, le premier, parcours de combattant. Donc, la personne, elle a vraiment réussi à sortir de cette dynamique-là, malgré vraiment beaucoup de traumatisme, souvent ce qui se passe. Donc, la personne, elle a réussi en tissant des liens de confiance. Donc, dans ce cas-là, c'était avec une ressource autochtone en milieu urbain. Donc, à travers une relation de confiance avec un intervenant, mais aussi des relations de confiance avec son entourage, avec la communauté, des gens de sa communauté. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que ça passe vraiment par des liens avec la collectivité, donc vraiment en se sentant soutenu, qui a pu amorcer des changements. Une autre personne qui nomme le résilient, donc encore une fois, vécu des traumatismes, puis que différents enjeux, entre autres en consommation, puis que donc cette personne a passé par l'incarcération, mais a utilisé l'incarcération en prison pour un moment un peu aussi de réflexion sur ses agissements, puis à travers une dizaine de thérapies, a réussi à tisser des liens avec sa culture pour finalement, encore une fois, amorcer des changements positifs qui lui ont permis d'utiliser la culture, utiliser aussi ces différents aspects de sa culture pour amorcer des changements. Un survivant devenu aidant, donc on parle un peu de success story, donc c'est très encourageant quand on voit qu'il y a des gens qui ont vécu beaucoup de difficultés, qui ont réussi à devenir sobre, mais aussi cette personne-là, c'était beaucoup avec sa relation de couple qui était très solide, qui l'a aidé à faire des changements, puis qui a réussi à aller en thérapie pour lui-même devenir intervenant. Donc c'est des parcours qui sont intéressants. La force de la spiritualité, donc une personne qui malgré son passé très violent, il y a eu des changements très radicaux quand il était en lien avec un guide spirituel qui nommait. Donc, ça a été vraiment avec les cérémonies. Donc là, on est vraiment avec le lien avec le territoire, puis avec la relation avec les aînés qui a été vraiment au cœur de ces changements. Puis un 5e cas qui est plus au niveau de la prise de conscience, donc ce qui a vraiment été un élément déclencheur pour des changements pour lui, ça a été en partageant l'expérience de ses proches. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est qu'il discutait avec, en fait, sa cousine, et puis sa cousine qui a vécu de la violence, et puis en discutant avec elle, c'est là qu'il a compris que ses gestes à lui avaient des impacts qui étaient graves, et puis qu'il a pu avoir cet éveil-là pour finalement amorcer des changements. Donc, on voit des patterns, on voit une trajectoire qui quand même se ressemble, même si c'est 5 cas qui ne sont pas nécessairement représentatifs de tout. Mais ce qu'on voit chez une figure plus d'agresseur, c'est qu'il faut vraiment une prise de conscience, un éveil qui fait dire, OK, ça peut plus continuer. Et puis, prendre conscience de ce qu'on fait a des impacts, puis ça a des impacts qui sont graves. Mais ça prend vraiment une volonté de changement qui passe par des actions. Donc, il faut vraiment que la personne prenne des actions, mais aussi qu'elle soit accompagnée dans ces actions-là. Puis c'est ce qu'on voit aussi quand les personnes sont en couple, puis que la dynamique de couple, il y a de la violence qui est dans les deux côtés. Donc, on dit bidirectionnel. Donc, des deux côtés, il va y avoir de la violence de chacun des partenaires. Et pour réussir, ce qu'on voit dans la littérature, dans les différentes recherches, c'est que il faut que le cheminement soit fait ensemble. Donc, s'il y a un des deux partenaires qui continue, par exemple, à consommer, ça fait en sorte que il y a plus de chances qu'il y ait une rechute. Donc, si les deux personnes apportent des changements, par exemple, avec la consommation, par différentes approches, que ce soit en cérémonie, des trucs comme ça va vraiment contribuer. Au niveau de
quelqu'un qui est plus dans le rôle de victime. Dans la littérature, on va beaucoup catégoriser les gens comme ça, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents cycles de la violence, cycle de la violence conjugale, la violence familiale, on en entend, c'est assez bien documenté. Entre autres, on parle d'une phase plus d'endurance, d'évitement. On essaie de considérer que ça va passer, puis espérer que ça change un peu tout seul. Puis quand ça empire, ben, parfois la personne va lutter, donc va se défendre, s'enfuir. Parfois, elle va retourner avec le partenaire, ça va arriver relativement souvent. Puis parfois, ça va aller jusqu'à la rupture. Puis quand il y a une rupture, habituellement, la violence s'arrête, ou quand le conjoint, par exemple, est incarcéré, la violence s'arrête, mais c'est vraiment grâce à un soutien psychosocial, mais aussi avec une approche traditionnelle, que qu'on peut maintenir cet état-là de non-violence. Donc, apprendre à reconnaître les signes de la violence, apprendre à éviter. Sauf que, oui, la victime peut faire certaines choses, mais les gens qui sont les agresseurs ont un rôle aussi à jouer. Donc, c'est vraiment de pas juste considérer les victimes, mais aussi considérer le rôle des agresseurs. Et puis, pour parler justement de ce côté-là, des méthodes, des approches plus traditionnelles, donc le rôle du territoire va jouer un rôle central dans différentes recherches. Donc, entre autres, j'ai mis ici deux articles qui en parlent très directement. Donc, Gay et ses collègues parlent vraiment du territoire comme source de guérison. C'est pas nécessairement dans un cadre thérapeutique, mais vraiment dans un cadre de la vie un peu de tous les jours. Donc, c'est avec les Inuits de Uashat Makmanio, et puis qui décrivait vraiment le territoire comme un espace qui favorise la guérison, qui permet de justement d'aller dans le bois, puis de mettre en pause un peu sa vie dans la communauté, des fois qui va très, très vite. Donc, c'est un espace aussi si on veut, pour se calmer, puis pour se ressourcer. Puis dans un autre texte, on parle surtout dans un rôle plus thérapeutique. Donc, vraiment avec le rôle des aînés qui est important. Donc, le territoire devient un espace qui favorise ce contexte-là pour guérir. Donc, le territoire en soi, il faut qu'il soit accompagné d'accompagnateurs. C'est pas nécessairement en allant tout seul. Donc, il y a si on veut, une équipe. Et puis, le but, c'est vraiment de maintenir l'identité puis la culture, donc qui est vraiment au centre de ce que signifie le territoire. Donc ça, c'est un peu ce qui a déjà été fait. Puis mon objectif, c'est vraiment d'aller plus loin, c'est-à-dire de se dire, OK, ben je reviens encore sur les personnes qui ont réussi à s'en sortir, mais c'est quoi les ressources, les actions qui fonctionnent, c'est quoi les stratégies qu'elles ont utilisées, ces personnes-là, pour rompre le cycle de la violence. Puis l'objectif, c'est aussi de valoriser le territoire puis les outils de guérison autochtone. Donc, à travers les entrevues, d'interroger les personnes sur ce qui les a aidés, puis entre autres, pour celles qui ont utilisé ces ressources-là. Puis souvent, je reviens un peu avec la revue de la littérature, mais cette combinaison-là des ressources plus autochtones et non autochtones, comme mentionnait Vanessa, est très importante, là. Donc, c'est vraiment cette cohabitation-là souvent qui va être énoncée. Puis bref, donc l'objectif, c'est de creuser ces questions-là davantage. Et puis, comme je disais, donc ma recherche à moi, elle n'a pas été faite. Donc, le but, c'est, je vous énonce ces objectifs-là. Puis les retombées, finalement, c'est de partager l'information qui va être recueillie. Donc, l'objectif, c'est de nourrir l'espoir aussi d'un avenir meilleur en s'inspirant des histoires de réussite, parce qu'on sait que c'est des réalités qui sont difficiles, qui existent aujourd'hui. Puis, on veut améliorer les connaissances à ce sujet-là, améliorer les interventions pour s'assurer que les services soient de meilleure qualité, voire aussi peut-être plus nombreux. Puis ce qu'on voit dans la littérature aussi, c'est que les services fonctionnent toujours mieux quand ils proviennent d'une initiative de la communauté. Donc, quand c'est des choses qui sont imposées, des fois, il y a une autre réception. Donc, c'est de pouvoir partager cette information-là, puis effectivement de creuser un peu plus. Donc,
pour pouvoir partager cette information, ça prend une approche qui est collaborative. Donc, c'est ça l'objectif de mon projet. Donc, entre autres, partenaire Inuit qui est le refuge pour femmes Inuitiak à Salut. Et puis, on met vraiment, pour nous les Inuits, c'est les experts finalement de leur propre expérience. Donc, c'est eux qui sont les principaux participants de la recherche. Et puis, c'est eux qui nous disent finalement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment plus une position d'écoute puis d'apprendre de leur expérience. Ça se fait avec une collaboration aussi avec d'autres partenaires autochtones, avec d'autres nations. Donc, le Conseil national de Québec, aussi la Maison communautaire Missinac à Québec, puis le Cree Man Gathering. Donc, dans l'étude plus large, moi, je m'intéresse au contexte inuit. Dans l'étude plus large, on compare aussi entre nations. Mais finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le contexte inuit a quand même ses particularités. En fait, chaque nation a ses particularités. C'est pour ça qu'on les étudie de manière séparée. Puis cette approche collaborative-là, elle semble dans une méthodologie qui se veut en lien avec les savoirs inuits. Donc, on nomme Inuit Rawimaya Turanit. Et puis, ça, c'est un concept qu'on voit un petit peu plus au Nunavut, j'ai l'impression. Mais bref, j'ai nommé 3 principes qui sont inclus dans la recherche. Donc, le premier, Ipigusutiarnik, qui est prendre soin des autres, donc considérer leur situation qu'ils ont. Donc, c'est ce qu'on fait à travers les entrevues, donc vraiment être à l'écoute des gens, de leur expérience, puis de considérer que ce qu'ils nous disent finalement, c'est important, puis de valoriser, puis d'entendre, puis s'assurer qu'ils soient entendus aussi. Le deuxième principe, Ikayura Tiginik, qui est la coopération, l'entraide reçue toutes ses formes sans barrière. Donc, nous, on l'utilise à travers notre approche collaborative, mais aussi avec les participants. Donc, le but, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une relation qui est réciproque, puis que la coopération, elle est là pour le mieux de tous, puis qu'on s'entend sur des principes communs. Puis finalement, le dernier principe, Rawima Maotitiarnik, qui est partager l'information à travers différentes initiatives. Donc, en fonction des besoins, puis en fonction de ce que les communautés et les partenaires verront, mais c'est partager l'information avec les membres de la communauté, avec les participants, avec les organisations partenaires, pour s'assurer que finalement, ce qu'on fait sert à quelque chose. Et puis, à toutes les étapes du processus, les partenaires sont sollicités pour de l'élaboration des objectifs jusqu'à le partage des résultats. Donc, pour conclure, pour moi, c'est sûr que c'est le début d'un long processus, comme je disais justement en première année à la maîtrise. Donc je m'insère dans un mouvement qui est beaucoup plus large que moi, j'en suis conscient, parce qu'on observe des changements qui se produisent en ce moment, puis qui doivent être continués. Donc, moi, j'espère pouvoir participer à ces idées-là, puis à ce mouvement-là de changement. Puis ce que je pense, c'est ce qui est important, puis je le répète, de construire à partir des acquis. C'est-à-dire, il s'est fait beaucoup de choses dans le passé au niveau, ça fait des décennies, des siècles qu'il y a des relations qui existent, qui n'ont pas toujours été harmonieuses. Donc, construire à partir de ce qui a été fait de bon, puis finalement, de pas toujours recommencer à zéro, mais de s'assurer qu'il y a une continuité dans ce qu'on fait. Puis je finirai en disant que j'espère essayer de faire, c'est oser écouter, oser agir. Donc, être à l'écoute des gens, mais aussi être à l'écoute de ce qu'il faut faire. Donc, finalement, ça passe par l'action. Ça passe par un rôle concret qu'on joue pour lutter contre la violence, mais aussi pour contribuer au mieux-être des communautés. Donc, merci beaucoup. Puis, Nakurmek, Niawan, Miigwech. Thank you very much, everyone. Puis, je laisse mon petit email ici. Je peux laisser quelques secondes. Merci beaucoup. Ouf. Merci beaucoup. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions à poser à Philippe. S'il n'y en a pas, je vais lui demander, moi, pour commencer, est-ce qu'il parle Inuktitut? Seulement un petit peu. Sur la pique. Mais j'ai pris des cours d'Inuktitut à Concordia, mais je dois pratiquer plus. Là, ça commence à être un petit peu rouillé, mais
de base, de Nanimungovit, d'où tu viens, puis Ranupé, des petits, je peux échanger, mais à travailler. Et moi, je vais répondre au petit con. 100%, Philippe. J'entends pas, je pense que vous êtes sur mute, Nicole. Nicole. Une question qui vient d'une étudiante, Sue Volant. Oui. Bon, tantôt, tu as parlé du territoire comme un emplacement de repos peut-être pour la guérison de ça. Puis, je voulais savoir si tu avais une autre vision de ce que serait le territoire, parce que je trouve que c'est un peu, comment dire, catégoriser un peu ce qu'on ferait avec, tu sais, quand en vrai, on vit là, nous autres. Mais oui. Et on veut vivre là, mais le problème, c'est justement qu'on n'y arrive pas. Donc, tu parles ça comme d'un lieu de repos. Moi, c'est sûr que j'ai pas le choix d'aller en vacances. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas le choix. OK, donc j'ai une autre sorte de vision qui est plus, moi, je veux rester là-bas. C'est pas qu'une place où je me ressource. J'ai pas le choix de me ressourcer là parce que si j'y vais pas, je vais pas bien. Donc, moi, c'est juste ce contexte-là. Je sais pas si tu l'avais comme vécu d'une autre manière parce que je sais que c'est par rapport à ton projet. Donc, je comprends pourquoi il est un peu plus poussé vers là, mais moi, je veux savoir, est-ce que ta vision, elle allait vraiment vers là ou est-ce que tu as une vision autre que juste ce qu'il y a sur ton projet? Et je veux juste que tu me le développes un peu. Super, merci beaucoup, c'est super, super intéressant. Puis finalement, je pense que tu fais référence, c'était un peu ce que j'avais pris d'un texte, mais je suis tout à fait d'accord. Le territoire, c'est plus que seulement on va se reposer en vacances, en vacances sur le territoire. Là. Effectivement, moi, comment je le vois, c'est qu'il n'y a pas cette distinction-là entre la communauté et le territoire, elle devrait pas être c'est pas aussi clair que ça finalement parce que finalement on peut habiter sur le territoire puis certaines personnes effectivement vont plus rester en ville, en communauté, mais l'objectif c'est pas nécessairement ça. Puis entre autres, ça me fait penser à une initiative qui existe au Nunavik qui s'appelle quelque chose comme Hunters Program, puis bref là, on encourage les personnes à aller chasser, puis il y a un community freezer, un congélateur communautaire dans lequel on va mettre la viande qui est chassée qui va être distribuée à la communauté. Donc, le but, c'est vraiment d'encourager les gens à ce que certaines personnes qui veulent justement, si on veut vivre de la chasse, qu'ils puissent être encouragés puis avoir une forme de rémunération. Donc, donc finalement, justement, le territoire, c'est la vie espace-là, c'est le travail d'une forme de travail quand même que finalement la chasse c'est plus que juste un hobby là, c'est plus qu'un passe-temps, ça fait partie de la vie, puis on le voit chez les chasseurs, mais c'est pas seulement là, je veux dire aller en bateau, ça fait partie du quotidien pour beaucoup de personnes. Puis effectivement le fait qu'on tend vers plus une sédentarisation, on est peut-être moins en lien, certaines personnes le sont moins, mais il y en a d'autres qui considèrent, il y a des gens qui considèrent encore qu'ils vivent en forêt, par exemple. Il y a des gens qui vont être là la majorité de l'année, et puis qui vont encore avoir un mode de vie beaucoup plus traditionnel, puis il y en a qui vont encore dire plus nomade. Donc effectivement, c'est pas je pense qu'il faut aller au-delà de cette vision-là, comme tu parlais comment seulement un repos, l'idée des vacances. Il y en a qui c'est comme ça qu'ils vont le vivre, mais je pense qu'il faut voir le territoire plus comme quelque chose qui fait partie de la vie, puis que c'est ça. J'espère que ça répond. J'aurais comme une Ben oui, vas-y. avec tout ce que tu viens de dire, alors tu viens de donner une piste. En vrai, penses-tu que les chasseurs devraient beaucoup collaborer avec les personnes justement qui ont un rapport étroit avec la violence de la communauté? Ben, Ça pourrait peut-être les aider à amener à travailler sur soi-même parce que c'est eux autres qui connaissent justement les chemins, les lots de trappe et tout. Puis c'est un travail de soi, là, de se lever à 5 heures le matin pour aller chasser, puis revenir, faire à manger, s'il y a des enfants, réchauffer le chalet. Tu sais, en vrai, là, tu vis là, tu travailles pour toi.
Tu travailles pas pour de l'argent, tu travailles pour ta vie à toi, puis c'est ce qui est le plus beau. Puis je trouve que quand les gens arrivent à point à se travailler intérieurement comme ça, c'est là qu'on voit des changements encore plus positifs, puis qu'on voit la réelle personnalité de la personne sur son travail qui a été fait. Fait que je me dis, est-ce que tu aurais comme, penses-tu que ce serait possible d'avoir une collaboration plus étroite avec les chasseurs pour qu'ils puissent amener ces gens-là et travailler pour les surveiller aussi, puis voir leur évolution. Parce que les autres, c'est des aînés pareils aussi, là, à quelque part, je trouve qu'on met un peu trop de côté juste les aînés comme des personnes qui connaissent ça, mais c'est des personnes actives aussi. Donc, moi, je veux les voir dans cette activité-là aussi, parce que c'est les plus importants, c'est eux autres. Eux autres, là, tu peux pas leur dire, montre-moi ça. Moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, quand il m'élevait, j'avais pas le droit de dire, montre-moi ça. Fallait que je le regarde. Je le suivais, puis je le regardais. Puis après ça, il me montrait, il me laissait faire une fois. Puis après ça, il partait, puis il fallait que je fasse le reste. Puis ça, c'est depuis que j'avais l'âge de 4 ans, aussitôt que je commençais à comprendre les choses. Donc, j'ai appris à nettoyer une truite à l'âge de 4 ans, en le regardant, puis à aller pêcher, puis tout ça. Donc, à quelque part, c'est pour ça que je dis le côté plus actif, et non plus juste des connaissances. Je trouve qu'on devrait un peu plus développer ce côté-là, puis leur donner de l'espace aussi, parce qu'ils n'ont pas assez d'espace à cause qu'ils n'ont pas de diplôme ou peu importe. À quelque part, là, le côté académique, mais eux autres, c'était moins fort dans ce temps-là, mais pourtant, ils ont le plus fort de travail à faire dans la communauté. Je trouve que ça vient d'eux autres. Ben oui, super. Ben, merci pour tes commentaires. C'est super intéressant. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, puis si je me rappelle bien, là, au Nunavik, il y a différentes associations de chasseurs, puis associations des hommes qui ont comme objectif, c'est exactement ça, là, puis ils vont collaborer avec des formes de justice alternative. Donc, les gens qui ont commis de la violence, puis qui ont, euh, qui ont soit été en prison ou pour éviter des fois certaines peines, on va avoir cet aspect-là de les amener sur le territoire. Puis comme tu dis très bien, là, tu le dis très bien, quand on est sur le territoire, quand on travaille, finalement, on monte notre tente, on va chasser, on a nos activités, nos enfants, tout ça. Ben, dans ces moments-là, souvent, il y en a pas de violence, il y en a pas de consommation, puis finalement, comme tu dis bien, on réussit à voir c'est qui la personne, finalement. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a de la violence, la personne, elle est pas vraiment elle-même d'une certaine manière, parce que c'est souvent relié avec la consommation, puis avec justement quand ça va pas bien. Et quand on est sur le territoire, quand on réussit à faire quelque chose, on se sent utile, puis on est utile, puis on contribue au bien-être de notre famille, de notre communauté en ramenant de la nourriture, mais aussi en faisant tout ce qu'on peut faire sur le territoire. Ça va vraiment, on sent qu'on est utile, puis finalement, on réussit à cheminer puis à trouver un sens aussi à notre vie, là. Parce que c'est vraiment relié au bien-être de la personne. Puis je réitère là, qu'effectivement, les aînés, ils font pas juste parler, puis finalement, peut-être qu'ils parlent pas si souvent que ça, finalement. C'est un peu ce que tu dis, parce que c'est vrai, là, regarde ce que je fais, puis apprends en regardant. Il faut être attentif. C'est pas juste en parlant, puis au niveau académique, peut-être qu'on est bon justement pour parler beaucoup, mais finalement, c'est de ça qu'il faut apprendre aussi, apprendre à regarder, à être attentif, et puis je me dis, quand on est à la chasse, si on parle trop, les animaux, ils s'en vont, là. Fait que, il faut aussi justement être attentif, être attentif au territoire, puis attentif à ce qui se passe. Puis, on développe justement des compétences, puis des différentes capacités qui nous permettent de finalement grandir nous-mêmes. Puis cette guérison-là, elle passe par mieux se connaître, puis mieux se connaître en faisant ce genre d'activité-là, puis en ayant l'espace. Puis ça me fait penser aussi, parce qu'on parle souvent dans des programmes, des ressources. Il y a des freins aussi à ces programmes-là quand on dit ben on peut pas payer pour le gaz, on peut pas payer pour une motoneige parce que le gouvernement veut pas payer pour ça ou telle organisation. Ben finalement on se rend pas compte que c'est ça le besoin, là. Le besoin pour aller sur le territoire, il faut y accéder. Puis on a besoin d'une tente, on a besoin de certains matériaux.
Donc, il faut aussi prendre ça en compte. C'est sûr que je reviens quand même à ma recherche. En ce moment, je mets pas aucun programme sur place. C'est plus apprendre de ce qui se fait. Puis après ça, puis en fait, il se passe déjà des choses. Donc finalement, c'est de voir apprendre des bonnes pratiques, apprendre de ce qui fonctionne de ça pour que ça puisse être mieux connu, puis pour justement encourager des initiatives comme ça, puis apprendre pour finalement qu'il y ait des partages entre les différents projets. J'espère que ça répond à des commentaires, mais c'est une réflexion qui est super intéressante pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'était très clair, c'est intéressant. Puis c'est intéressant de mettre aussi deux recherches, en tout cas, le début de ta recherche, ta démarche, avec ce qu'on a eu aussi avec Vanessa, de voir comment la recherche peut apporter des outils, des solutions à une meilleure qualité de vie puis de transmission des savoirs dans les communautés aussi. Je trouve ça intéressant parce que souvent, ce qu'on reproche aux recherches, c'est que bon, ben, ça sert à qui? Puis, tu sais, bon, là, ben, c'est sûr que toi, tu es au début, mais tu sais, en quelque part, on voit qu'il y a déjà une intention qui est placée vers le retour à la communauté, puis comment se servir d'outils. Tu parles déjà de dire, ben là, si on a besoin de skidoo ou de tentes pour aller sur le territoire, ça devrait faire partie comme un moyen de santé aussi, tu sais, de trouver des moyens. Donc, ben, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que c'était bien de voir les deux côtés. Vanessa qui s'occupe davantage de l'aspect médecine. Et puis toi qui s'en vas du côté aussi de la santé, c'est une autre façon de voir la santé en lien avec le territoire. Et puis, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la chance aux gens de peut-être évaluer. Sinon, ben, on va vous remercier tout simplement de votre communication. Je pense que ça a été intéressant de vous connaître, puis j'espère qu'on va rester en lien.